Bonsoir, le 7-8, l'actu, votre rendez-vous quotidien avec l'information locale du lundi au vendredi 18h pour le direct. Voici les titres de ce jeudi. Les cabinets de groupes médicaux en danger. Les médecins libéraux s'inquiètent et demandent au pouvoir public d'intervenir. Pourquoi est-il si difficile pour les jeunes praticiens de s'installer? Nous poserons la question au docteur Lefébure, élu au sein de l'Union régionale des professionnels de santé médecins d'Île-de-France. Les postiers des Yvelines étaient dans la rue aujourd'hui, de même que les avocats. Ces derniers contestent une fois de plus la réforme du financement de l'aide juridictionnelle. Les réactions, les explications à suivre. Dans une semaine va s'ouvrir l'Open de golf de Saint-Quentin en Yvelines. Les plus grands champions internationaux qui vont s'affronter et pour l'instant, le green est sous haute surveillance. La justice française a décidé de transférer en Belgique Mehdi Nemmouche. La cour d'appel de Versailles vient de se prononcer, mais le suspect dans la tuerie au musée juif de Bruxelles, incarcéré à Bois d'Arcy, a décidé de se pourvoir en cassation. La haute juridiction dispose de 40 jours pour se prononcer. Le transfert devrait ensuite s'opérer rapidement. Mehdi Nemmouche encourt une peine de prison à perpétuité. Et alors que la justice étudiait cette affaire à Versailles, quelques mètres plus loin, les avocats se faisaient une nouvelle fois entendre dans les rues. Depuis plusieurs mois et à travers toute la France, la profession est en grève. Elle s'oppose à la réforme du financement de l'aide juridictionnelle, cette subvention versée par l'État pour permettre aux plus démunis d'avoir accès à la justice. Près de 9 millions de personnes en bénéficieraient. L'une des pistes évoquées par l'État consisterait à appliquer une taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats, ce que ces derniers refusent. Ils souhaiteraient une taxe sur les axes juridiques. Jusqu'à présent, l'aide juridictionnelle était financée par un droit de timbre de 35 € pour engager une procédure. Aujourd'hui, les avocats ont clairement mis en garde le gouvernement. Il y a eu un premier avertissement le 5 juin, on n'a pas été entendu, puisque la seule réponse est une forme de mépris à l'égard des avocats justiciables, ce serait une taxe sur le chiffre d'affaires des avocats, ce qui est invraisemblable. On ne demande pas aux médecins de verser une taxe sur leur chiffre d'affaires pour combler ou financer le budget de la sécurité sociale. Et si nous n'avons pas à très bref délai, c'est-à-dire dès demain, des réponses claires sur le budget complémentaire nécessaire pour que le juridictionnel fonctionne, eh bien d'autres mouvements auront lieu dès la semaine prochaine et très certainement un rassemblement en grand nombre des avocats français. Nous sommes des gens très calmes et raisonnables par nature, mais il ne faut quand même pas trop nous marcher sur les pieds. Et ça fait quelques années qu'on nous marche sur les pieds. Je crois qu'on va plus l'accepter dès la semaine prochaine de façon très claire. Et dès demain, un rassemblement à Paris est annoncé. Les facteurs CGT de Montigny-le-Bretonneux se sont rassemblés ce matin devant la direction du courrier des Yvelines. Un mouvement de grève a été entamé dans certaines villes de France, mais dans le département, la mobilisation reste faible. Ils se battent notamment contre les réorganisations prévues fin octobre à cause de la baisse du trafic de courrier. Une baisse de trafic qui, selon eux, ne signifie pas moins de travail. Écoutez ce témoignage. Il rentre dans un bâtiment pour distribuer hier 8 lettres, aujourd'hui il en a 4. Il faut toujours qu'il fasse le même trajet, qu'il aille au même endroit et le boulot il est quasiment le même. C'est pas forcément moins de lettres, c'est pas forcément moins de temps de travail. Déjà qu'aujourd'hui les facteurs, il y en a beaucoup qui terminent après l'heure sans être payés, qui font tous les jours gratuitement une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, là c'est le ras-le-bol, quoi. Ça peut plus durer comme ça, quoi. C'était au micro de Yolène Thorez et Juliette Pousson. La CGT qui affirme que ces suppressions de postes vont également avoir lieu, quoi qu'il arrive. Une information non confirmée cependant par la direction du courrier, jointe par téléphone. Cette dernière assure cependant qu'une réorganisation est bel et bien prévue afin de mieux répartir les charges de travail entre les bureaux. Déclarer un accident causé par un tiers, un acte citoyen qui pourrait faire économiser des millions d'euros dans le département à la sécurité sociale et donc aux contribuables. C'est le message que souhaite faire passer la caisse d'assurance maladie. Vous avez d'ailleurs peut-être aperçu les affiches de campagne chez votre médecin par exemple. Plus d'explications avec ce sujet réalisé par Claire Cambier et Patrick Jacques de Dixmude. Un animal trop affectueux, un coup reçu, une baignoire qui vous tombe sur la tête. Avec ses affiches humoristiques, la Caisse d'assurance maladie des Yvelines lance une vaste campagne de communication sur le recours contre tiers. Derrière cette formulation complexe, un constat simple, bon nombre d'accidents sont causés par une tierce personne. Un accident de la route, une bousculade à l'école, une morsure d'animaux. Même si l'accident n'est pas volontaire, les soins devraient être pris en charge par l'assurance du responsable. Finalement, l'assuré, il pourrait dire, ça ne change pas grand-chose pour moi, dans les deux cas, me fait rembourser. La seule chose,
c'est que c'est l'argent public, et il n'y a pas de raison que ce soit sur l'argent public qu'on paye ses soins, alors que normalement, ça serait une compagnie d'assurance ou un tiers qui devrait le payer. L'enjeu est de taille. En 2013, l'assurance maladie des Yvelines a pu récupérer 18 millions d'euros. Au niveau national, le montant s'élève à 1 milliard. Et l'on estime que seul un tiers des cas sont déclarés. En 2013, près de 5000 accidents ont été officiellement causés par un tiers responsable. À 60% des cas, des accidents de la route, car un protocole facilite les échanges avec les assurances. Pour déclarer un cas, 3 options sont possibles, par mail sur le site amélie.fr, par courrier ou par téléphone au 36 46. Des partenariats sont également mis en place avec les instances médicales et les forces de l'ordre. Donc là, nous venons de travailler avec beaucoup d'établissements du département parce que les acteurs ont changé. Il faut remobiliser à chaque fois pour qu'ils soient bien conscients de l'importance et qu'ils nous avertissent le plus rapidement possible. Des affiches devraient être distribuées en septembre dans les établissements scolaires pour rappeler qu'être responsable ne signifie pas être coupable. La cellule emploi de la mairie d'Elancourt proposait ce jeudi un forum emploi sur le thème vente directe à domicile. Prêt à porter, maquillage, ustensiles de cuisine, le forum permettait de présenter au public des professionnels du secteur, un public qui comprend aussi des demandeurs d'emploi ou encore des retraités, voire des personnes cherchant un complément à leur revenu, à l'occasion idéale de rencontrer et de séduire un potentiel employeur. Comment se passe l'échange? On commence d'abord par découvrir la personne qu'on a en face de soi et voir quelles sont ses aspirations. On n'est qu'au début du salon, mais j'ai déjà rencontré 3 personnes, dont une me paraît très intéressée par notre secteur d'activité. Je voulais en fait savoir, je suis esthéticienne pour le moment au Pôle emploi. Je me suis déplacée tout simplement pour ça et je trouve que c'est une excellente idée. Donc, voilà, et je découvre par exemple l'histoire d'Astéia, là, c'est excellent. De quoi repartir heureuse. Oui, et de gagner sa vie, j'espère. Et plein d'espoir en tout cas. Et plein d'espoir en tout cas. Sur place, Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. Politique, le responsable de l'opposition à la Verrière interpelle le maire dans un courrier. Nicolas Dainville, d'hiver droite, demande au communiste Alain Hajaj de réagir après plusieurs incidents, incendies de voitures, de matériel de chantier. Il souhaite une mise en place rapide de vidéoprotection et d'une police municipale 24 heures sur 24. Dans le même temps, la ville de la Verrière vient de voir 60% de ses logements sortir de la zone prioritaire en matière de politique de la ville, ce qui signifie une diminution des aides de l'État. Au Chênay à présent, le cinéma du centre commercial Parly 2 a définitivement fermé ses portes. L'exploitant qui gère ce complexe et également les salles du Cyrano et du Roxane à Versailles a expliqué que sa décision a été prise par un manque de rentabilité. Il déplore un manque de soutien pour relancer ce complexe datant des années 70 qui n'a jamais réellement connu de rénovation. Seuls 270 000 cinéphiles se déplaçaient encore ici sur un bassin potentiel de 700 000 entrées. L'exploitant assure en revanche que ces salles de Versailles ne sont pas menacées aujourd'hui. L'entreprise Adoma, qui propose des logements sociaux à celles et ceux qui rencontrent des difficultés économiques ou d'insertion, a fait travailler ses résidents d'Elancourt sur une peinture murale et une tenture monumentale. L'association, l'occasion d'associer les résidents à ce travail. Le reportage de Mathilde Caberne et Patrick Jacques de Dixmude. Pour ces résidents d'Adoma à Elancourt, cette journée est la concrétisation de 6 années de travail. L'association ADCA-DH intervient gratuitement dans ces centres. Leur but, apporter un bien-être aux personnes défavorisées, discriminées ou isolées grâce à la peinture abstraite. C'est un travail qui demande beaucoup de rigueur et ce que je voudrais souligner dans ce travail, encore une fois, c'est un travail collectif, donc qui incite les stagiaires au respect les uns des autres, parce que chacun écoute l'avis de l'un ou de l'autre par rapport à la construction. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Il y a un respect de l'autre. Et il y a cet esprit de convivialité. Patrick a participé au projet dès son origine. Youssef, lui, suit activement l'atelier depuis 2 ans. J'étais là comme pour faire les dessins, mais enfin disons que j'ai dessiné un petit peu sur les schémas. Mais j'étais là spécialement pour voir les défauts. Et quand je voyais un défaut, je signale. Je l'ai fait quand même, mais bon, j'ai tracé. Ça a passé le temps.
très très fier, mais j'espère que ça sera développé à travers certaines régions de la France. Là. Ça donne un peu la convivialité entre les gens et puis je pense que ça vient à partie culturelle, quoi. Ça fait du bien, puis un peu loisir. Le projet fini, l'association ADCA-DH devrait par ailleurs se rendre dans d'autres centres d'Adoma en France. Quant aux résidents artistes d'Elancourt, ils pourraient trouver une place dans un atelier d'art plastique de la ville. Si on peut éventuellement aider effectivement à des inscriptions sur les cours d'art plastique de la commune et leur faire découvrir aussi autre chose par les professeurs, là aussi, si le CCAS peut intervenir, il le fera avec grand plaisir. Une harmonie de forme et de couleurs règne dans la salle polyvalente de la résidence. Un travail d'équipe. Plus de 100 résidents ont permis la création de la tenture et de la peinture murale. L'Union régionale des professionnels de santé médecins s'inquiète de l'avenir des cabinets de groupe. Il en existe 1080 en Ile-de-France. 80% se déclarent fragilisés. Pourquoi ces inquiétudes et surtout, quelles conséquences? Bonsoir, docteur Patricia Lefébure. Bonsoir. Merci d'être venu en plateau. Médecin généraliste à Vélizy, élu à l'URPS. Est-ce que vous faites partie de ces 80% de professionnels exerçant en cabinet de groupe à être inquiets? Et pourquoi? Alors, je suis kamikaze parce que j'exerçais de façon seule dans mon cabinet et je vais intégrer un cabinet de groupe puisque la ville de Vélizy nous monte une maison médicale et voilà. Donc c'est attractif. Donc, donc vous ne faites pas partie des professionnels inquiets, vous n'allez pas en faire partie? Je suis jamais inquiète, moi voilà. Mais en tout cas, pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi il existe aujourd'hui ces inquiétudes pour les cabinets de groupe? Donc on retrouve plusieurs professions, plusieurs spécialités de médecins. L'inquiétude, elle est justifiée parce qu'on a de nombreux exemples de cabinets de groupe qui ferment. Entre le début, on a fait une enquête, entre le début et la fin de l'enquête, il y avait déjà, sur moins de 6 mois, il y avait déjà trois cabinets qui avaient fermé. Parce que financièrement, c'est pas viable. C'est ce qu'on appelle le syndrome du cabinet vide. C'est-à-dire que les cabinets de groupe ont été construits dans les années 70-80 et à l'époque où il n'y avait pas de problème pour trouver des médecins et les conditions de vie étaient convenables. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un médecin part à la retraite, un médecin libéral part à la retraite, il n'est pas remplacé. Donc ceux qui restent doivent payer des loyers de tout le monde, quoi. C'est comme si vous étiez célibataire avec un seul revenu et qu'on vous oblige à louer un 5 pièces. Donc c'est assez difficile. Donc les médecins n'arrivent pas à gagner suffisamment pour payer les loyers de ces cabinets. Dans la région parisienne, évidemment, le prix du loyer est un gros problème. Voilà. Et donc ça fait boule de neige parce qu'il y en a un qui peut plus payer, il s'en va. Les suivants, ils ont encore plus de frais, ils peuvent plus payer. Puis au bout d'un moment, ça ferme, quoi. Voilà. Tout ça parce que le départ d'un seul médecin, il n'y a pas assez de marge de manœuvre et le départ d'un seul médecin peut fragiliser l'ensemble du cabinet. Les cabinets de groupe, donc ce sont ces lieux, je vous le disais, où on trouve ces différents praticiens de différentes spécialités, différents médecins. On va écouter un témoignage à présent d'un de vos collègues à Voisins-le-Bretonneux, le reportage de Yolène Torres. Aucune secrétaire à l'accueil, juste une chaise vide. C'est l'une des conséquences des difficultés rencontrées par ce cabinet de groupe médical à Voisins-le-Bretonneux. Alors qu'elles étaient 4 auparavant, la dernière secrétaire sera licenciée au 1er juillet. En cause, des charges financières trop lourdes. Dans le cabinet, certains médecins vont partir en retraite et un seul départ suffit à fragiliser le groupe parce que les autres médecins qui ont déjà du mal à assurer les charges n'arrivent plus à pouvoir assumer les charges financières qui deviennent trop lourdes. D'après une étude de l'URPS Île-de-France, près de 30% des médecins exerçant en groupe ont plus de 60 ans. D'après ce généraliste, l'exercice libéral n'attire plus du tout les jeunes médecins pour une simple raison, l'évolution des mentalités. Je crois que les mentalités ont changé à partir du moment où s'est installée une politique des 35 heures en France. Alors bien sûr, les médecins ne sont pas à 35 heures, mais les jeunes médecins actuels refusent totalement de consacrer 70 heures par semaine à leur travail. Ils souhaitent améliorer leur qualité de vie, pouvoir avoir une vie de famille, ce qui n'était pas toujours le cas de nos générations à nous. C'est l'une des raisons essentielles. Ce cabinet à Voisins-le-Bretonneux n'est pas un cas isolé. Toujours d'après une étude de l'URPS, 80% des cabinets de groupes médicaux d'Île-de-France sont fragilisés et à terme, dans les 3 ans, 40% de ces cabinets seraient menacés de fermeture. Selon le médecin, les difficultés seraient aussi liées aux contraintes administratives qui pèsent sur la profession et les conséquences pourraient être très importantes. Il y a un risque réel de voir disparaître une offre de soins dans des régions aussi proches que celle de Versailles, Rambouillet,
où la moyenne d'âge des médecins est très très élevée et où le remplacement ne se fait pas. Sur Oisin même, j'ai appris le départ très proche d'un des médecins qui ne part pas en retraite, mais qui fuit l'exercice libéral pour se réfugier dans un exercice salarié beaucoup plus confortable, sans apporter de blâme à ce confrère. Et si les cabinets sont moins nombreux, d'après lui, les patients se dirigeraient plus dans les hôpitaux, au risque de les encombrer encore davantage. Une des solutions qu'il évoque, la mise en place des contrats aidés pour les cabinets médicaux. Bien qu'il soit passionné par son métier, ce médecin, à 68 ans et 40 années d'exercice, aimerait bien trouver un jour un successeur. Et nous continuons donc à parler de ce sujet avec le docteur Patricia Lefébure. Peut-être votre réaction sur la situation de votre confrère et sur une des choses qui a été dite, ce sont aussi que la réalité, c'est que les jeunes maintenant veulent moins s'engager que les médecins par le passé. Ils veulent un confort de vie aussi. Je dirais qu'ils sont réalistes. Hein. Oui, non. Bon, déjà, dans le principe, j'aime pas quand on dit les jeunes, les vieux, voilà. Il y a des vieux médecins qui travaillent pas beaucoup et des jeunes médecins qui travaillent énormément. Ça, c'est pas le problème. C'est pas la charge de travail qui leur fait peur, c'est les conditions de vie que nous avons effectivement. Et je dirais que on peut les comprendre, hein, à salaire, enfin à revenu, on va dire, à revenu, parce que nous on n'est pas salarié évidemment, à revenu égal, on vous dit est-ce que vous voulez travailler 40 heures ou 70 heures? Bah effectivement, bon, mais beaucoup de médecins aiment nos conditions, enfin aiment le travail que nous faisons, voilà, n'aiment pas les conditions dans lesquelles nous exerçons. Et il a très bien dit, ce qui est tout nouveau depuis 5-6 ans maintenant, il y a à peu près un médecin en France par jour qui dévisse sa plaque bien avant l'âge de la retraite. Et ça c'était jamais vu autrefois. Et à chaque fois, c'est des gens qui partent, on va dire, des médecins qui partent la mort dans l'âme, quoi, qui adorent ce métier de médecin généraliste. Parce que la plupart du temps, ce sont des généralistes. Mais simplement, les conditions de vie sont difficiles. Et donc, les jeunes regardent ça et puis étudient la situation tout à fait de façon clairvoyante. Hein. Alors, quelles seraient les solutions pour redynamiser un petit peu la profession et faire venir ces jeunes médecins, les faire intégrer des cabinets? Tout à fait. Alors là, je parle évidemment au niveau local, en région parisienne et particulièrement dans la banlieue ouest de Paris. Il y aurait à faire de deux manières, quoi. Au niveau des collectivités, effectivement, aider, ce qui est quand même dommage pour une profession libérale, mais enfin, parce que normalement, on se débrouille tout seul. Mais bon, d'aider par des loyers attractifs, hein, c'est-à-dire c'est simplement ça, hein, donc de nous faire des conditions de loyer beaucoup plus faciles que le loyer habituel. Essentiellement aussi consolider l'existant. Donc il parle du médecin qui est parti pas à la retraite mais qui a dévissé sa plaque, comme on dit, parce que j'ai rencontré beaucoup de mères qui construisent une belle maison médicale, effectivement, à la limite qui sont prêts à faire un geste pour les loyers, et ensuite qui mettent une petite annonce en disant venez les remplir. Non, il faut d'abord aller voir les médecins qui sont sur place. Voilà, il faut les associer, leur proposer des choses intéressantes. Les médecins sont très ouverts, sont pas du tout enquistés dans leur mode d'exercice. Et donc faire des projets avec les professionnels actuels. Et ensuite, parce que c'est pareil, en plus un cabinet où il y aurait que des jeunes qui arriveraient, d'abord c'est utopique, et puis en plus c'est pas souhaitable. Les jeunes aussi qui veulent venir, ils veulent être accompagnés par les anciens. Donc voilà, faire un cabinet mixte où il y a des anciens et qui attire les jeunes. Ça, au niveau collectivité, les maires de bonne foi n'ont pas forcément toujours bien compris ça. Et puis je dirais, au niveau de vous, les auditeurs qui êtes aussi en général des patients, parce qu'il y a beaucoup de médecins, d'auditeurs qui ne consultent jamais, intervenir auprès de vos élus, auprès de la CEPA, mais essentiellement auprès de vos élus, parce que pour dire simplement, il faut augmenter quand même un peu le prix de la consultation, hein, qui est à 23 € pour un généraliste, 27 € pour un spécialiste. Il faudrait aussi que les patients mettent la main à la poche pour continuer à avoir un cabinet médical à côté de chez eux. Soit mettre la main à la poche, ça je n'en sais rien, ça c'est des décisions politiques que sur lesquelles je n'ai pas d'avis, voilà. Mais en tout cas faire pression auprès des élus, parce que alors quand je dis les élus, c'est essentiellement pour revenir sur les caisses de sécurité sociale, mais ils n'ont pas eux de pression directement dessus, mais auprès des élus, parce que une étude avait bien montré, qui montrait dans des cabinets de groupe, pour avoir le service minimal, hein, je parle pas du grand luxe, hein. L'URPS avait donc fait une étude médico-économique qui disait que
pour vous, donc auditeurs patients, si vous voulez, ce qu'on appelle le service minimal, c'est simplement un cabinet aux normes d'hygiène, quoi, avec un ménage correctement fait, avec du matériel pour vous soigner aux normes récents, pas non plus le truc up-to-date, mais correct, quoi, voilà. Un accueil au secrétariat, c'est ce qu'il montrait tout à l'heure, il n'y a plus de secrétaire qui soit ouvert de 8h à 20h, quoi, ça me paraît logique. Et bien pour ça, il manque 10 000 € par mois et par professionnel de santé par an, et donc par mois, excusez-moi, par an. Donc ça fait près 1 000 € par mois. Hein. Et donc, je calculais qu'une simple augmentation de 2 ou 3 € sur la consultation, ça paierait ça. Simplement pour avoir le minimal. Permettrait d'absorber ce coût en plus, qui, évidemment, aiderait à ceux qui sont là déjà restés, et puis espérons les jeunes à venir également. Le risque aujourd'hui, c'est de voir disparaître clairement ces cabinets de groupes où on retrouve les différents médecins. Mais de groupes, mais les solos aussi, hein, voilà, exactement. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait une étude sur les cabinets de groupes parce qu'on présente ça aujourd'hui comme justement la panacée. Il y a un problème de médecins, il suffit de créer des cabinets de groupes et tout ira bien. Non, parce que les cabinets de groupes qui existent déjà, ils n'arrivent pas à survivre. Et donc les cabinets de groupes qui se créent, si c'est dans les mêmes conditions que nous avons aujourd'hui, non, on ne pourra pas plus vivre. Hein. Les centres de santé ferment aussi, alors qu'ils sont très aidés et qu'ils n'ont pas le problème des prix du loyer. Les centres de santé aussi ferment. Donc effectivement, il faut réviser le système de financement et chacun peut agir à son niveau. Le risque, c'est de voir donc fermer ces différents cabinets de médecins. Et notre question du jour aujourd'hui, le micro-trottoir, tournait autour de ces difficultés à prendre rendez-vous ou non chez le médecin. Vos témoignages avec ce micro-trottoir de Jonathan Villeman. Mon médecin traitant, c'est sans rendez-vous, donc j'y vais quand je veux. Et les autres, entre 3 semaines et 1 mois et demi, mais enfin ça me va, je le sais. Donc il n'y a pas de problème particulier pour moi. C'est assez difficile parce que maintenant, il faut prévoir qu'on soit malade 3 mois avant. Hein. Donc c'est un peu inadmissible. Non. Dans les 15 jours maximum, j'ai mes rendez-vous. Je n'ai jamais eu de problème. Quand j'ai pris un rendez-vous, m'a été donné bien sûr, pas toujours quand je veux, mais quand même. Assez rapidement. Voilà. Ça dépend lequel. Hein. Si c'est l'ophtalmo, par exemple, il faut quand même attendre quelques mois. Mais c'est quand même normal. Hein. Il faut s'y prendre à l'avance. Dans l'urgence, quand on a vraiment besoin d'un médecin, en général, on est obligé de partir aux urgences, d'attendre 3 heures, et c'est pas vraiment pratique. Donc c'est vrai qu'en général, c'est vraiment difficile. Les difficultés qui sont rencontrées dès à présent, on l'a entendu, par les patients qui ont du mal à prendre rendez-vous avec les médecins, qui du coup sont de moins en moins nombreux. Juste pour conclure cet entretien, une pétition est en place. Vous avez décidé d'alerter encore plus les pouvoirs publics, notamment. Tout à fait, au niveau du RPS, exactement. Assignée, alors une pétition, pour l'instant, assignée par les médecins. Mais pourquoi pas une pétition assignée par les patients. Mais les patients peuvent toujours interpeller leurs médecins. Voilà. Exactement. Merci d'être venu nous parler de ces difficultés rencontrées par les médecins en plateau. Vous l'avez compris, les difficultés qui vont s'aggraver si on vous écoute dans les prochaines années. Si on n'y fait rien, oui. Merci à vous. On termine par du sport. Dans une semaine sera donné le coup d'envoi de l'Alstom Open de France au Golfe National. L'heure est au dernier réglage sur un parcours qui sera de plus en plus spectaculaire chaque année d'ici à la Ryder Cup en 2018. Anthony Reich. Les tentes du village sont en place. L'arrosage automatique fonctionne à plein régime. À une semaine du coup d'envoi de l'Alstom Open de France, les effectifs ont été multipliés par 2 pour tailler les derniers centimètres de gazon. Nous, l'équipe de terrain, on travaille à 200% parce qu'on n'a pas de joueurs, donc on peut faire du bruit avec notre machine, on peut traverser un fairway. Il ne faut pas regarder à les deux côtés, on sait qu'il n'y a pas aucun joueur, c'est notre niveau de travail. Depuis 5 jours, le parcours est fermé au public. L'objectif, le laisser respirer et revêtir sa robe finale pour le début de la compétition. En vue de la Ryder Cup 2018, quelques évolutions ont été apportées à l'Albatros. En 2014, les greens seront plus denses et les zones de rough mieux taillées. On est en train de faire un mélange, un rough plus dur, greens plus fermes, plus rapides. Ça va être vraiment compliqué à arrêter la balle sur ces greens. On va vraiment avoir un spectacle. Avec plus de 50 000 spectateurs l'an passé, l'Alstom Open de France reste aussi la fête du golf. Pour les visiteurs, des concours de sortie de bunker seront notamment organisés en parallèle de la compétition. Et pour les professionnels, premier swing prévu le 3 juillet prochain. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil 78, prochaine édition du 7-8. L'actu demain, vendredi 26 juin. Excellente soirée, les programmes se poursuivent sur notre antenne.